Bonjour à toutes et à tous. Salut. C'est Kevin et Harry Potter. Ça commence. On a 3 secondes de vidéo et on est déjà dans le chambrage. On n'est pas sorti de l'auberge. Bienvenue sur la chaîne Daily Dovor. Aujourd'hui, on revient vers vous avec un nouveau prototype pour Flow que vous voyez ici. Certains d'entre vous qui est déjà abonné à la chaîne auront peut-être entreaperçu le jeu dans le top 25 ou top 10, je ne sais plus, des jeux que j'attends particulièrement pour l'année 2024 sur Kickstarter, GameFound et compagnie. Ça fait vraiment partie des jeux que je suis depuis pas mal de temps, donc on était évidemment ravis de pouvoir mettre la main sur le prototype. Donc d'abord, merci à l'éditeur, donc voilà, à Pika Edition, que vous connaissez aussi peut-être sous un autre nom, qui était celui de Fantasia Games. En fait, c'est la même entreprise, mais une sorte de sous-label, comme on pourrait dire. Fantasia Games, à qui l'on devait notamment Unconscious Mind, qui devrait pas trop tarder à arriver. Pure perle, ce truc-là, mais alors va falloir y rejouer rapidement parce que c'était... Même sur le proto. Oui. Qui avait aussi pondu Endless Winter un petit peu avant ça, auquel on n'a pas eu l'occasion de jouer pour l'instant. Et donc ils ont un sous-label qui jusqu'à maintenant a proposé un seul et unique jeu qui est apparu un petit peu de manière originale, qui a été porté par un autre éditeur par le passé. Ça s'est mal passé sur Kickstarter et finalement ils ont repris le projet en main et ils l'ont livré. C'est Sweet Mess, que vous connaissez maintenant en français par le titre C'est du gâteau, je crois. C'est ça, oui. Chez Lucky Duck Games. Pas de commentaires sur le titre. Le titre vend pas du rêve, hein, c'est vrai. Mais bon, on en reparlera peut-être aussi un jour. Oui, parce que toi, tu l'as, Sweet Mess en anglais, donc bon... On en reparlera prochainement. Sans doute. Et donc, deuxième titre, premier titre vraiment créé par Pika Edition, c'est donc Flow, que l'on va aussi mentionner, j'imagine, un certain nombre de fois sur les réseaux, parce que l'équipe derrière à la création est assez connue aussi. Il y a des beaux noms, ouais, c'est clair. L'auteur principal étant un auteur que tu apprécies assez. Notamment par Parks, si je me trompe pas. L'auteur de Parks. John D. Clare. Non, pas du tout. C'était un test, on va dire ça. C'est son petit penchant professoral. Il fait des tests pour voir si je suis. C'est ça. Henri Audubon. C'est ça. Donc de Parks, qui est à la manette, entre autres. Il y a aussi Yoma qui fait partie de l'équipe de Unconscious Mind, etc. Et puis également Johnny Pack, pour plein de jeux comme Coloma notamment. C'est ça. Donc il y a quand même une belle équipe derrière. Et puis pareil au pinceau. Oui. Puisque là, cette fois-ci, on a du Andrew Bosley, que vous connaissez notamment pour... Ah non, moi je tente plus. Ah non, il fait pas de test. Non, Everdell. Entre autres, Everdell, mais il a fait beaucoup d'autres choses, bien entendu. Je dirais que c'est peut-être le jeu qui l'a fait connaître, mais c'est vrai que maintenant on le voit assez fréquemment. Nous, c'est comme ça qu'on l'a connu, en tout cas, à part Everdell, Andrew Bosley. Mais il apparaît maintenant assez fréquemment dans les projets qui veulent se doter justement d'un habillage classe. Chiadé. Chamarré. Tout à fait. Chatoyant. D'ailleurs, il était déjà au pinceau pour Unconscious Mind, en collaboration avec Vincent Dutray. Voilà, c'est ce qui était un peu l'originalité de leur collaboration sur ce titre, sur les parties qui s'étaient réservées chacun, et c'était assez intéressant comme concept, c'est vrai. Mais trêve de billevesée. Voilà, ensuite les grands mots, voilà. Voire même les coccygrus. On est là pour parler de Flow, qui est donc leur nouveau jeu, un jeu à thématique assez charmante, on peut le dire d'emblée. C'est un jeu qui vous place dans un monde glacial, avec des animaux anthropomorphes. Oui. Je sais même pas si on peut dire des animaux vraiment... Enfin, il y en a, mais nos personnages, nous, sont aussi des hybrides animaux humanoïdes. C'est le principe des animaux anthropomorphes. Ah oui, mais ta gueule. Voilà. Oui, c'est vrai que le mien, on dirait une chouette un peu. C'est une chouette, clairement. Et le mien, je ne sais pas très bien ce que c'est. Mais il y a trop d'oreilles. Il y a au moins 6 oreilles. Quoi qu'il en soit, c'est choupi, c'est illustré par Andrew Bosley, donc l'univers qui est présenté devant vous va certainement ravir bien des mirettes. C'est clair. Et au-delà de ça, donc, on est sur un jeu qui va mêler pas mal de mécanismes les uns avec les autres. On pourra en mentionner quelques-uns, notamment ici l'aspect de Mancala. Puisqu'on va être amené à faire une sorte de pose d'ouvrier pour faire une action en fonction du quartier, du village que l'on va choisir. Et à partir de ce moment-là, on va décaler les villageois qui s'y trouvent. On ne va pas rentrer trop dans les détails des mécanismes, mais ça aura son intérêt, notamment parce que, comme vous êtes dans un univers glacé, la chaleur va avoir toute son importance, même une des ressources essentiel au jeu. C'est un des moteurs du jeu, oui, c'est clair, la gestion de sa chaleur personnelle. C'est vos points de vie, et c'est pas que ça, mais ça va être assez important, donc les villageois vont vous apporter de la chaleur, etc. Chacun des emplacements
c'est aussi un petit peu un jeu de pose d'ouvrier, va vous apporter des actions différentes. Vous avez aussi votre plateau personnel avec des ressources, on aura du bois, on aura du kelp, etc. Autant de ressources que vous serez amené à utiliser justement sur les différents emplacements du village. Pour faire des actions et obtenir des bénéfices, évidemment. Alors, rapidement, quel type d'action on a disponible? Ben alors, principalement, on a quoi? Ben justement, on a, on va dire, de manière assez originale, on a, dont tu n'as pas encore parlé, une sorte de développement personnel. C'est un peu un mini RPG parce qu'on peut monter de niveau. Et on a des mini quêtes. On a des quêtes, voilà, on a des quêtes, des missions, mais aussi des missions secrètes. Alors les missions secrètes sont en fait, comme d'habitude, des missions secrètes, d'autres manières de scorer des points. Exactement. Et les missions, elles, eh bien, quand vous remplissez un objectif, vous obtenez un bénéfice. Et une fois que vous avez fini la carte de mission, bah, vous pouvez retourner retrouver une autre mission et ainsi de suite. On a de la récolte de ressources avec de l'upgrade finalement ici, puisque dans la taverne, on va obtenir des bénéfices des villageois et en même temps, on va augmenter notre piste de chaleur, ce qui va nous permettre non seulement de durer plus longtemps dans les combats, parce qu'il y a des combats, mais aussi d'aller plus loin dans les déplacements. Ouais. Donc plus on avance dans le jeu, plus on va loin, plus on peut faire de choses, ce qui est logique dans la logique du développement personnel. Vous aviez mentionné les déplacements sur lesquels on va revenir un petit peu plus tard. Tout à fait. On a aussi un endroit de construction, parce qu'en fait, finalement, construire des bâtiments va revenir à une sorte de mini engine building, puisque ça va nous permettre d'accumuler des ressources ou de faire principalement des conversions d'une ressource générique en des options, des ressources ou des biens, on va dire ça comme ça. Et puis on a un dernier espace qui est au centre, qui va utiliser une autre ressource qui n'est pas sur le plateau, qui est une sorte de cristal, qui va nous permettre, une sorte de joker, de faire d'autres actions. Développer son personnage, faire d'autres actions du village, ou obtenir des points. Des demi-points. Voilà. On en parlera des demi-points, parce que ça, voilà. Bon. Alors tu parlais du dernier emplacement, alors qu'en fait il en reste encore un derrière. Oui, mais celui-là, il n'est pas dans la boucle du Mancala. Non, donc pas celui-là, donc on n'a pas encore abordé. Ah oui, choper des armes. Des armes, oui, c'est ça. Des items en tout cas, pour les combats également. C'est assez spécial parce que ce sont des objets qui sont principalement valables pour la phase de combat, pour la phase d'exploration souterraine. Exactement. Donc c'est un peu... Alors que les autres sont plus généralistes, entre guillemets, je trouverais. Ouais, tout à fait. Ensuite, on parlait ici donc du village, donc l'action de pose d'ouvrier / Mancala. C'est ça. On va descendre un petit peu d'un étage pour aller parler un petit peu de l'exploration, puisque c'est là que s'ouvre à vous la banquise sur laquelle vous allez évoluer. Donc là, on a le village central, et puis à partir de là, nos personnages vont potentiellement pouvoir se déplacer pour aller explorer un petit peu la zone. Au départ, vous avez toujours 2 tuiles visibles, avec tout un tas de bonus, tout un tas de petits lieux à aller explorer. Et puis ensuite, au cours de l'aventure, au gré de vos pérégrinations, vous aurez peut-être réussi à stocker certains types de ressources, de logos, etc., même de cartes qui vous permettent d'explorer plus habilement. Et vous serez donc amené à dépenser des ressources pour vous débarrasser de cette petite tuile-là, pour retourner un nouveau plateau de tuiles qui va ajouter autant de nouvelles ressources, de nouveaux trésors, et parfois également des lieux un petit peu spéciaux qui vont permettre une sorte de sorte de quête, enfin de mission instantanée, qui va vous permettre de stocker pas mal soit d'open victoire, soit de ressources, oui, c'est un tas d'avantages. Voilà, c'est une sorte de boost au point de victoire, et ça peut donner des ressources assez non négligeables, c'est vrai quand même. L'intérêt, c'est que ces landmarks, il y en a pour l'instant 4, et ils sont randomisés au début de chaque partie. Donc, quand on ouvre un plateau, on va ouvrir celui qui est le plus à gauche, donc en fait, on ne sait jamais vraiment dans quel ordre ils vont sortir. Donc il y a une espèce de renouvellement de ce côté-là qui est intéressant aussi. D'autant plus qu'il y aura plusieurs landmarks en plus dans la campagne. Exactement. Et je me trouve ça très intéressant parce que de manière, je dirais, graphique, ils ont réussi, même si ces 4 tuiles sont randomisées, toujours tout est connecté, donc ça reste visuellement cohérent. On ne se retrouve pas avec des bouts d'iceberg qui sont connectés à des mers. Et je me faisais la réflexion récemment, c'est plutôt bien vu graphiquement. C'est hyper bien vu. C'est pas mal fait du tout. C'est pas le seul jeu qui propose ce genre de choses-là, mais effectivement, se retrouver avec une carte qui est toujours cohérente malgré l'aspect random, c'est quand même à souligner, c'est plutôt agréable. Sur les 2 tuiles de départ qui sont, elles, par contre, fixes, totalement fixes, on aura aussi des ressources qu'on pourra aller prendre, mais elles sont cachées. Lorsqu'on arrivera sur les tuiles découvertes, il y aura aussi des ressources, mais elles seront prises à partir de petits sachets. Vous voyez peut-être aussi un petit bateau, que vous voyez ici. Il y en aura potentiellement 2 si vous jouez à 3 ou 4 joueurs d'ailleurs. Parce que je ne l'ai pas peut-être précisé, mais c'est de 1 à 4 joueurs. C'est ça. Et donc ces bateaux vont potentiellement vous aider à vous déplacer un petit peu plus loin, même si c'est à contrebalancer dans le sens où après un certain temps de jeu,
finalement les banquises étant toutes connectées les unes avec les autres, tu te déplaces à assez pied rapidement. on se déplace assez rapidement également. Disons que le bateau permet, lui, il est de toute façon indispensable pour ouvrir les nouvelles zones, et il permet d'accéder aux ressources en eau profonde, donc il garde un intérêt jusqu'à la fin de la partie, même si cet intérêt diminue un peu une fois que tu as ouvert 3 zones sur 4. À 2, voire même à 3, on n'a jamais ouvert les 4 zones. Non. Donc à voir si à 4 ça tout s'ouvre, mais en tout cas c'est... voilà. Et on vous parlait tout à l'heure un petit peu de la chaleur, donc la ressource vraiment essentielle au jeu, qui est un peu vos points de vie également. Sachez que c'est la chaleur également que vous allez dépenser pour justement explorer au cours de l'aventure. Par exemple, là si je passe de l'iceberg principal du village à un autre iceberg, je vais traverser une zone de banquise, enfin d'eau peu profonde, et donc perdre une chaleur ce faisant. En revanche, si je prends le bateau et que je traverse donc 2 zones de ce type, je vais perdre 2 chaleurs, et ainsi de suite. Et c'est aussi en ça que c'est intéressant d'aller connecter différentes régions, puisque une banquise va parfois occuper 1, 2, 3, 4 même tuiles centrales, et donc du coup vous ne perdez qu'une seule chaleur. C'est en cela que finalement vous allez pouvoir voyager assez facilement sur la fin de partie, plus la partie avance. Quoi. Parce que finalement la ressource de chaleur que vous développez par l'action du village de la taverne, finalement c'est pas tant pour le déplacement que pour l'exploration souterraine et le combat dont on va parler un peu après, parce que ça va être aussi un peu vos points de vie. Ouais. Bah justement, venons-y à l'exploration de cavernes, parce que vous voyez que sur l'une des tuiles de départ, mais également sur une autre tuile, enfin même sur 2 autres tuiles présentes en exploration, eh bien vous aurez des cavernes. Les cavernes vous permettront d'aller explorer les dites cavernes et aussi vous tataner avec des gros monstres, enfin plus ou moins gros monstres, que vous voyez ici avec une piste d'avancée avec des monstres de plus en plus féroces, tout à fait. De plus en plus difficiles à vaincre également. Mais des récompenses de plus en plus intéressantes bien aussi, évidemment. Bien sûr. Sachant que c'est tout à fait optionnel, on peut se passer de combattre. Oui, sauf pour les quêtes, parce que certaines quêtes demandent de faire une action de caverne, et donc certaines du coup, quêtes, ça, on n'ignore jamais complètement à mon avis. Il y a quand même un petit intérêt, même à n'explorer que les quelques premières cases, ça permet de choper quelques ressources intéressantes, je pense. Donc c'est pas complètement à négliger. Effectivement, j'ai peut-être été un petit peu, comment dirais-je, imprécis en disant que c'était optionnel. C'est optionnel dans le sens où vous n'êtes pas obligé fondamentalement d'y aller. Bien sûr. Mais effectivement, si vous n'y allez pas, c'est quand même une source de points ou de demi-points assez conséquente. Il y a quand même pas mal d'intérêt à y aller malgré tout. Donc, ouais, tout à fait. Ça reste un élément assez important du jeu à mon avis. Alors le combat il me plaît bien dans le sens où il y a des dés, donc moi, vous savez que j'aime les dés mais que les dés m'aiment pas, donc forcément ce jeu-là allait m'attirer. Alors les dés, l'originalité c'est que chaque face a une utilisation différente, et de ce côté-là, même si je vois un peu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, je dirais que c'est un côté qui me plaît bien, c'est qu'il y a une phase de combat qui est assez détaillée, et finalement quelque part assez stratégique quand même. Donc cet aspect-là non plus n'a pas été négligé dans la conception du jeu, c'est assez intéressant. Vous allez lancer le nombre de dés qui est indiqué sur votre plateau, ce qui veut dire que vous allez upgrader, enfin développer ce nombre de dés, donc plus l'aventure va avancer, plus le jeu va avancer, plus vous êtes potentiellement puissant. Sachant que par exemple, quand on a fait une partie à 3, notre partenaire de jeu, Johanna, avait carrément complètement négligé d'avancer ça. Elle avait 2 dés. Et du coup, elle se retrouvait handicapée, mais elle faisait d'autres choses, donc elle n'était pas complètement perdue non plus. On lance des dés, et donc il va y avoir une première phase à distance, où on va tirer des flèches sur le monstre, sachant que le monstre a un certain nombre de points de vie, un certain nombre de points de dommage, auxquels on va ajouter un dé de dommage. Donc on sait de base combien il nous fait de dommages, donc on peut prévoir un peu, mais il y a une variable inconnue qui peut aller de 0 dommage à plus 2 dommages. Donc, sachant que 1 dommage est un point de chaleur, si vous tombez à 0 point de chaleur dans la petite icône en bas, vous êtes automatiquement téléporté au village, chez le guérisseur, qui va vous redonner 4 points de chaleur. De ce côté-là, moi je trouve que Floé est un jeu plutôt positif. On ne perd jamais vraiment de choses, on gagne toujours, il y a toujours quelque chose à faire, notre action a toujours un résultat positif. Peut-être pas exactement celui qu'on voudrait, mais on en gagne toujours quelque chose. Il n'y a pas de choses vraiment vicieuses, je trouve. Ouais. Effectivement, il y a des résultats plus ou moins optimaux, mais en règle générale, vous en tirez toujours avec des choses que vous n'aviez pas juste avant d'avoir fait l'action. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. C'est pas trop punitif. C'est ça, donc il y a une phase à distance, il y a une phase ensuite où le monstre vous frappe, et vous pouvez de certaines manières éviter les dommages, je ne vais pas rentrer dans les détails de trop, puis vous combattez au corps à corps, et là on regarde le résultat. Si vous avez tué le monstre et que sur vos dés vous avez un symbole de lanterne, eh bien vous allez pouvoir explorer la caverne et récupérer une ressource, généralement une ressource un peu plus rare.
Et si vous n'avez pas battu le monstre, mais que vous n'êtes pas mort, eh bien vous progressez quand même dans la caverne. En fait, votre tour de jeu se divise en deux possibilités. Première possibilité, vous faites une action de village, comme on l'a détaillé tout à l'heure, hein, Mancala et tout ça. Deuxième possibilité, vous faites une action de map. Sachant que vous pouvez être quelque part sur la map, et votre tour suivant, décider de faire une action de village, vous vous téléportez. A priori, il n'y a pas de voyage-retour. D'accord ? Il y a un voyage aller, mais finalement, il faut considérer que le voyage aller, ce que vous avez payé comme chaleur, contient le voyage retour vers le village si vous voulez faire le retour, si au tour suivant vous voulez être dans le village. Voilà, c'est un peu comme ça que je le justifie. On est un peu sur du fast travel de jeux vidéo. C'est ça, oui, tout à fait, tout à fait. Et il y a une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est que nous ne sommes pas seuls dans notre aventure. Exactement. Nous avons un petit alcoolique. Non. Un petit familier. Voilà, un acolyte. Voilà, un acolyte. Et cet acolyte, il est utilisable aussi bien dans la phase de village que sur la carte ou dans les combats. Et ça, c'est intéressant. Alors, il va vous coûter de la chaleur dans sa version de base, mais lui aussi, sur votre plateau de jeu, il a une petite fiche de personnage et il est améliorable. Et quand il est améliorable, sur la map, il ne vous coûtera plus de chaleur. Il vous coûtera de toute façon toujours de la chaleur lors des combats, ça ne changera pas. Mais pour la ville et pour l'exploration de la map, eh bien, il ne vous coûtera plus de chaleur. Alors qu'est-ce qu'il peut faire ce petit familier, pour résumer? Eh bien, en fait, quand vous êtes en phase de village, après avoir fait votre action, vous allez activer votre familier pour une phase sur vos bâtiments de construction, vos constructions. C'est pour ça que tout le monde part avec une construction de base qui est identique, ou presque, puisque seulement le symbole. Toi, tu n'as pas de symbole ici, alors que moi j'en ai un. À voir si c'est une erreur. Il y a aussi des doubles faces. Hein. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Et peut-être que justement, ah bah oui, il y a une face où il n'y a pas de symbole pour un départ non asymétrique, c'est ça. Et une face avec un symbole pour un départ légèrement asymétrique. Et en fait, chaque bâtiment a une partie basse et une partie haute, et vous devez choisir entre activer la partie basse ou la partie haute, sachant que si vous faites 2 tours de suite dans le village, eh bien, votre familier ne peut pas réactiver la même partie. Alors, la partie basse et la partie haute vont vous amener des actions supplémentaires du village ou des conversions de la ressource générique en autre chose. Sur la map, vous avez des emplacements de mer peu profondes en pointillés, c'est là que votre familier va aller se poser pour récupérer eh bien, la ressource générique. Généralement la ressource générique, ou éventuellement un petit plongeon, parce qu'il y a aussi... Ou des ressources particulières, mais ça uniquement sur les tuiles à découvrir. Sur les tuiles de base, il y a un seul emplacement de plongeon et les autres sont des ressources génériques. Le plongeon, on passe assez rapidement, c'est un petit emplacement qu'il y a de temps en temps sur certaines tuiles qui vous permet d'aller rechercher une ressource parmi 5 en plongeant plus ou moins profondément. Et donc en dépensant plus ou moins de chaleur. Également. Dernière possibilité, eh bien, votre familier va vous aider en combat dans les cavernes. Alors là, ça coûte de la chaleur, mais en fait, en gros, il va vous rajouter une phase de dés au choix entre deux. Là aussi, selon le familier, c'est pas la même chose. Donc c'est assez intéressant parce que, du coup, le personnage a des cartes de compétences et a 2 sets, et vous n'en choisissez qu'un. Les familiers sont différents, donc il y a améliorables, donc il y a une certaine, je dirais, il y a des combos à tester, il y a des capacités à tester, donc il y a un renouvellement possible de ce côté-là aussi au point de vue du jeu. Ouais. Il y a quand même aussi pas mal d'imbrication au niveau des mécanismes centraux des ressources, que plus vous allez faire des actions de village, plus vous allez progresser sur vos pistes de ressources concernées, et ça va vous faire apparaître de nouveaux logos qui sont aussi utilisables dans d'autres cartes, pour améliorer des équipements, etc. Pour certaines quêtes de fin de partie, également. Et donc vraiment, tout est vraiment imbriqué assez comment dirais-je, oui, de manière assez solide, c'est assez solide, c'est ça. Moi je résumerais en fait le jeu, en dehors du thème, par une collection de mécanismes qui sont plutôt bien mis ensemble et qui sont assez cohérents, donc ça se passe bien de ce côté-là. Du coup, on a fait à peu près le tour des règles sans s'apesantir dessus parce que c'est pas intéressant. On va peut-être passer à notre opinion sur cette preview. Alors on le rappelle, c'est quand même plutôt une review. On n'a pas eu le temps d'accumuler énormément de parties. On est actuellement à 2 parties. Voilà. Une à 2 personnes, donc nous 2, et une avec Jonah, donc notre collègue, à 3. Tout à fait. Donc ça nous permet de voir un petit peu des configurations différentes, mais par manque de temps, parce que demain je vais donc en France pour le Festival de Cannes. Du coup, on n'aura pas le temps de jouer plus que ça pour l'instant. En revanche, restez
connecté à la chaîne des Ludovore parce que prochainement, après mon retour de France, on fera certainement aussi une expli partie pour vous montrer un petit peu ce qu'il a dans le bid une fois le jeu vraiment en cours. Alors, on dit preview parce que je sais que toi, tu attends encore quelques parties pour te faire une opinion plus précise sur certains points. Ouais. Moi, de mon côté, j'ai déjà une opinion assez ferme. On verra si jamais elle évolue au fur et à mesure des parties prochaines. Je pense pas vraiment, mais je me laisse quand même la possibilité de changer d'avis. Donc voilà, c'est le petit disclaimer, le petit attention qu'on met en début de notre opinion. Elle n'est pas complètement définitive, mais elle se base déjà sur un certain nombre de choses. Donc les parties habituelles, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, ce que vous pourriez ne pas aimer potentiellement également. Tout à fait. Alors on commence par ce que l'on a aimé bien sûr. D'abord, on en a déjà un petit peu parlé brièvement tout à l'heure, mais la DA est quand même plutôt chouette. Voilà, bon, c'est clair, c'est joli, c'est mignon, choupinou, sans être enfantin complètement. C'est bien. Moi je trouve que c'est un style qui peut plaire à plusieurs tranches d'âge. Ouais, clairement. Nous adultes, ça nous a plu. Ouais. Et je pense que les enfants aussi. Après, les enfants, à partir de 10 ans, on joue. À mon avis, quand même 8 ans, c'est un peu chaud. Non, 10 ans minimum. 10 ans minimum, mais à partir du 10 ans, on peut jouer. Mais on n'a pas précisé un truc, voilà, exactement. Effectivement, avant d'aller plus loin, petit truc intéressant. Alors, nous, on l'a pas remarqué, enfin, on l'a pas souligné tout de suite parce que c'est une configuration particulière. C'est un jeu évolutif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mode campagne à proprement parler, mais en revanche, on vous conseillera dans le jeu de commencer sur un mode qui est dépouillé de certains mécanismes qui apportent un petit peu de profondeur et de complexité au jeu. Et vous allez les ajouter progressivement sur une deuxième, puis sur une troisième partie. Il y aura aussi du matériel qui va être débloquable suite à plusieurs parties, peut-être en fonction de certains succès par rapport Tout à fait, de certains nombres de points de etc. victoire ou de certaines choses débloquées, ainsi de suite. On avait nous-mêmes une enveloppe qui contient un peu de contenu caché, de contenu secret. Et qu'on n'a pas le droit de vous montrer. On n'a pas le droit de vous les montrer, et puis du coup, on les a pas regardés. Moi, je les ai regardés un peu pour savoir quel type de contenu. On sait quel type de carte il y a dedans, etc. Mais j'ai pas fouillé en détail parce que je me suis dit, moi aussi, je préfère avoir la surprise après. Tout à fait, tout à fait. Donc, prenez tout ce que l'on dit jusqu'à présent en termes de gameplay avec des pincettes. Votre première partie ne contiendra pas la totalité de ce que l'on a présenté ici. Il y aura certaines choses en moins. Voilà, ceci dit, vous pouvez, comme nous, si vous êtes habitué au gros jeu, plonger dans le grand bain tout de suite. Vous louperez rien sur les 2 premières parties puisqu'il s'agira juste d'ajouter mes mécanismes. C'est un grand bain un peu froid quand même. Ah oui, c'est un grand bain un peu froid. Et puis c'est un grand bain pas forcément complètement facile à appréhender. Pour nous, on a mis un peu de temps sur la première partie. On en reparlera dans la partie suivante. Tout à fait. Mais revenons-en au point positif selon nous. La DA, charmante. En Joe Bosley, c'est toujours très qualitatif en termes d'illustration, on va dire. Tout à fait. De manière connectée, l'aspect world building, on pourrait dire, donc la création de l'univers Flow, qui est plutôt cohérent, qui est plutôt charmant aussi. On a, je dirais, une vraie sensation d'exploration de la map qui se fait. C'est vrai, tout à fait. Moi, je rajouterais dans le world building un truc totalement inutile, mais qui me fait moi toujours plaisir, c'est les petits textes d'ambiance sur certaines cartes, notamment sur les sur les quêtes des villageois. Parce qu'en fait, les quêtes des villageois, les villageois sont nommés. Ça sert à rien, mais pour moi, ça fait participer à l'ambiance, comme quoi je suis vraiment dans un village et je rencontre des gens et je bosse avec eux. Les monstres aussi ont leur particularité également. Bon, ça rajoute un petit peu aussi de la cohérence globale de l'univers de Flow qui est quand même vraiment agréable, vraiment charmant. Tout à fait, tout à fait. Autre point positif que tu voudrais souligner ? Autre point positif que je voudrais souligner, c'est le côté d'avoir installé un système de progression de personnages. Moi j'aime bien, ça reste suffisamment petit pour pas cannibaliser le reste du jeu. Donc c'est bien pensé, ça offre des possibilités où on se dit toujours quand on fait une amélioration, il y a 3 possibilités d'amélioration en gros, le nombre de dés d'attaque, le familier et nos compétences. Moi je me suis trouvé assez souvent à hésiter. Et donc ça c'est positif pour moi parce que ça veut dire que les options avaient tout un sens. Donc ça c'est bien. En gros, pour schématiser, vos compétences, au fur et à mesure des niveaux, vont s'améliorer. Et lorsque vous allez débloquer le dernier niveau de la compétence, le niveau 4, vous allez gagner un demi-point de victoire, ce qui est aussi un encouragement à le faire puisque en accumulant les demi-points, ça fait des points. Merci beaucoup. Sachant que la fin de partie se déclenche à 6 points. Ce qui n'est pas très élevé, ce qu'on croyait. Mais au départ, on ne les gagne pas si facilement. Donc voilà, c'est assez intéressant. De ce côté-là, le côté mini-RPG est très intéressant. Pour essayer, dans un aspect positif, mais sur lequel on reviendra dans les aspects peut-être négatifs,
les points, il y a une progression assez intéressante au cours de la partie où Oui. on a disons une grosse demi-heure, 45 minutes où on se dit mais je suis à 1, qu'est-ce qui se passe Ça va nous prendre 3 heures la partie, on va jamais terminer. Et sur la fin de partie, les points s'engrangent quand même de manière un peu plus soutenue. Oui. Ce sentiment de progression qui se retrouve à la fois sur le plateau, les ressources, etc., mais également dans la course au point, est plutôt assez agréable. On a vraiment l'impression de progresser dans notre aventure. Oui, d'une montée en puissance aussi. Montée en puissance, tout à fait. Même si c'est à contrebalancer avec justement les ressources, puisque plus vous faites progresser vos ressources, plus les ressources en question sont nécessaires en quantité pour accomplir l'action en question. Donc c'est-à-dire qu'au début, par exemple, pour construire un bâtiment, vous allez avoir besoin d'une ressource de bois, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5 pour les prochains bâtiments. Donc ça devient de plus en plus complexe, mais en même temps, au fur et à mesure que vous allez explorer, vous allez potentiellement aussi aller découvrir des ressources en plus grande quantité. Tout à fait. C'est quand même plutôt bien pensé de ce point de vue-là aussi. C'est vrai. C'est vrai, oui, très bien. Autre chose, justement, les bâtiments. Je trouve que c'est une bonne idée de les avoir séparés en 2 parties, et donc de donner encore une possibilité stratégique supplémentaire. Qu'est-ce que j'active? Sachant qu'en haut, c'est principalement comment on va dire ça, de l'augmentation de compétences d'abord, récupération de chaleur, et après échange de la ressource générique, qui en elle-même ne sert à rien, en des objets et non pas en des ressources utiles. Donc il y a aussi là un choix stratégique. Est-ce que je garde ma ressource pour faire les ressources de base et donc progresser sur mes pistes, ou est-ce que je vais chercher des objets qui peuvent m'aider en combat ou ailleurs? Choix intéressant, sachant qu'on n'est pas limité en nombre de bâtiments. Donc il y a aussi la question de jusqu'où je construis des bâtiments, jusqu'où trop c'est vraiment trop. Et finalement, est-ce que j'ai besoin de beaucoup de bâtiments? Est-ce que 2 bâtiments, ça ne me suffirait pas pour la partie? Il y a ce dilemme qui est assez intéressant aussi, j'avoue. Ouais, clairement. D'ailleurs, Xavier mentionne depuis tout à l'heure pas mal la ressource de base, c'est des perbes, ce sont des bulles. Ce sont des bulles visuellement, là par contre. Ça ressemble à des perles. Ouais, moi j'appelle ça des cristaux, des morceaux de glace. Ça s'appelle des bubbles. Voilà. Sachez que vous pourrez toujours échanger 2 bubbles contre une autre ressource d'un type de votre choix. Donc, ou 4 bubbles contre un cristal. Cristal qui a ses utilisations assez intéressantes. Puisque, bon, on va le dire là, 3 cristaux dans cette action-là du centre du village vous rapportent quand même directement un demi-point. C'est quand même pas mal. Et en même temps, on l'a pas tellement fait. Non, parce qu'on a eu toujours d'autres choses à faire qui nous ont apporté des demi-points, mais on aurait pu le faire. Mais oui, la possibilité existe en tout cas. Voilà, mais je trouve que c'est un peu une orientation à donner à ton jeu d'essayer d'achoper des cristaux, parce qu'ils se trouvent pas si facilement que ça. 4 bulles contre un cristal, c'est cher. C'est cher. Donc voilà, pour moi, le système de progression RPG, le système de construction bâtiment qui est plutôt malin. Autre chose positive? On en parle depuis le début, y compris dans la première partie où on présentait un petit peu les règles, mais vous l'avez vu, c'est un jeu qui fourmille de différents petits mécanismes, de engine building, du placement d'ouvriers, du mancala, de l'exploration, du combat, etc. Et je trouve que tout est vraiment très très bien imbriqué. On l'a déjà mentionné un tout petit peu tout à l'heure, mais vraiment, c'est à souligner. Chaque mécanisme s'imbrique parfaitement avec les autres mécanismes, et ça c'est quand même vachement appréciable, parce qu'il y a vraiment une impression de cohérence globale qui est vraiment agréable, je trouve. J'avoue qu'au début, lorsque tu m'as passé le jeu pour que je le regarde une première fois comme ça par moi-même, j'étais assez déstabilisé, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce pot-au-feu? Ça semble de prime abord un peu une usine à gaz, et en fait, ça marche, c'est cohérent, ouais, tout à fait. Et ça, c'est assez fort. La performance mérite d'être saluée. Et puis, de manière connexe, on peut aussi dire que malgré l'abondance de mécanismes et de petits trucs imbriqués les uns avec les autres, globalement, c'est un jeu qui semble plutôt très bien équilibré pour l'instant. Pour l'instant, sur les parties qu'on a fait, oui, on est arrivé à des scores finaux qui étaient une victoire nette, mais pas écrasante. Et donc la personne qui a perdu à chaque fois, c'est-à-dire moi, soyons honnêtes, voilà, vous le savez déjà, et bien à chaque fois je ne me suis pas dit « Oh c'est chiant, j'ai encore perdu », je me suis plutôt dit « Zut, à ce moment-là de la partie, j'aurais peut-être dû faire comme ça pour faire ça et faire ça ». Et du coup ça c'est encourageant. Je pense que mine de rien il y a une marge de progression assez intéressante sur ce jeu-là. Tout à fait. Jeu dans lequel je pense vous dépasserez rarement les 12, 13, 14 points à mon avis. Oui, à mon avis quand même. J'ai réussi à faire 11,5 la dernière fois. Je pense qu'on va peut-être 13. Ça me semble déjà pas mal. Ça me semble déjà pas mal du tout, c'est clair. Parce qu'à mon avis, il y a peut-être certaines manières de faire la course au point et d'essayer de tuer la partie plus vite qu'elle ne devrait être.
sans faire du coup beaucoup de points. Voilà, en restant du côté de 7 ou 8 points, mais en se disant, bah voilà, moi j'ai gagné parce que du coup j'ai été plus rapide que les autres. À mon avis, ça doit être une stratégie jouable. Ouais, tout à fait. Effectivement. Après, on a parlé du fait que donc beaucoup de mécanismes imbriqués, ça pouvait faire peur. Ça a fait peur à Johanna sur 2 rounds. Et après, sachant qu'elle, c'est notre joueuse non experte qui joue avec nous. Non experte, elle a quand même joué à Unconscious Mind, elle a quand même joué à des gros jeux, mais c'est pas une joueuse régulière. Donc c'est pour ça que je l'appelle non experte. Et elle a réussi à comprendre le flow de la partie assez rapidement. Donc ça fait peur au début, mais c'est pas inabordable du tout. Non, du tout. Et puis moi j'aurais un dernier petit truc à signaler, mais qui est un peu connecté à ce que l'on vient de dire également, c'est que on a quand même plein de trucs à faire, et donc ça veut dire aussi qu'on a plein de manières de scorer, donc ça revient un peu à ce que tu disais, on a parfois peut-être l'idée, l'opportunité d'aller faire une course au point, ou au contraire, si l'ambiance globale autour de la table est plutôt à l'optimisation, au min-maxing, etc., à aller chercher du gros score, mais en tout cas il y a plein d'actions différentes qui permettent tout d'aller engranger des points, des demi-points par-ci par-là. C'est tout à fait, moi je vais citer comme dernier point positif justement la gestion de cette chaleur. En fait, on pourrait se dire qu'on reste à un nombre de points de déplacement et d'action assez limité, parce que finalement ça consomme des choses, mais finalement les cubes qu'on va débloquer pour avoir plus de chaleur vont être utilisés après dans les landmarks pour scorer des points, donc du coup on est quand même incité, et finalement on est toujours incité à tout, on est stimulé de partout, et donc tout nous donne envie. Voilà, il n'y a pas de... On n'a pas l'impression qu'il y a d'action nulle, et d'action par défaut qu'on n'a pas envie de faire, mais qu'on va faire parce que de toute façon il faut jouer. Et ça c'est plutôt bien vu. Après, on reste sur 2 parties, peut-être que si on devenait des spécialistes, on trouverait des pistes privilégiées, mais je suis pas complètement sûr. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas l'impression que ça me donne. Mais... on va passer à ce qui nous a moins plu, peut-être. Bah, je te laisse commencer. Bon, ok. Ce qui m'a moins plu, j'ai trouvé peut-être la gestion des mini-jetons qui vont marquer si vous avez ou non un demi-point, si vous avez ou non une clé, si vous avez ou non un trésor, sachant qu'il faut une clé et un coffre à trésor pour pouvoir ouvrir une carte trésor et en obtenir les bénéfices, c'est un petit peu fastidieux quand même. C'est un peu de la manipulation gratuite, je dois dire. Et du coup, moi, là où surtout j'ai peur, c'est qu'on oublie. Par exemple, on oublie de baisser les scores et qu'on s'aperçoive qu'on a toujours... C'est pas toujours facile de souvenir. Plus on est nombreux autour de la table, plus il y a de risques, à mon avis, d'oublier de la manipulation. Donc tu aurais préféré avoir genre un petit jeton de chaque ? Exactement. Moi, j'aurais préféré des jetons clés et des jetons trésors. Et comme ça, quand j'ai un jeton de chaque, bah, je les dépense, je prends la carte et c'est fini. Voilà. C'est un goût personnel plutôt, là. Ça me dérange pas outre mesure, mais je peux comprendre effectivement que devoir faire monter, descendre, etc., des petits jetons comme ça, on se dit, bah tiens, j'ai un coffre et une clé, je chope le trésor, j'oublie de remettre ça, du coup, je me dis, ah bah j'ai encore un trésor là, du coup, j'ai pas pris tout à l'heure, etc. Donc faut faire un petit peu attention, faut être attentif, mais bon, je pense pas qu'on ait fait d'erreur à ce niveau-là pour l'instant. Je pense qu'on en a fait sans s'en apercevoir, donc ça n'a pas gâché la partie, c'est pas dramatique non plus, hein, si on oublie une fois, mais c'est possible. Pour les gens qui seraient vraiment un peu... je dirais strict sur ce truc-là, c'est un truc où il faut faire attention. Donc, voilà. Mais en même temps, le fait d'imbriquer ça directement sur le plateau avec double épaisseur, je trouve ça plutôt malin sur le principe. Oui, sur le principe, oui, c'est bien vu. Mais moi, c'est un petit détail que j'aime un peu moins par rapport à avoir des jetons tout bêtes, tout simplement. Ok, je vois. On peut partir brièvement aussi sur l'aspect encombrement. Ah oui, c'est un monster game. Alors, sachez-le, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un jeu de Pika édition, Pika Games, et non pas Fantasia. Donc ce qui veut dire que théoriquement c'est leur sous-label famille, familial. Alors bon, familial, on parle plus de complexité que de place sur la table, certes, mais quand même, on s'attendait pas à avoir un jeu qui prend une telle place. C'est clair. Alors là, j'ai pas utilisé extension de table qui aurait fait qu'on aurait un peu plus de place, potentiellement, certes, mais quand même. Ça n'aurait pas empêché qu'on joue pas à 4 là. Oui, de toute façon, en termes de profondeur de la table, hein, clairement. Donc c'est un jeu qui prend quand même pas mal de place, et en même temps, quand on voit les tuiles d'exploration, etc., on se dit que c'était pas forcément facile de faire moins. Mais quand même, ça prend beaucoup de place. Il prend pas mal de place pour un jeu qui est censé être accessible, familial, etc. Bah, il faut quand même avoir une table assez conséquente pour pouvoir y jouer malgré tout, surtout si on est à 3 ou 4 par exemple. C'est vrai. Autre chose, alors peut-être que là ça va sembler paradoxal à nos auditeurs, avec tout ce que j'ai dit avant. En fait, moi, le principal problème de ce jeu, pour moi, et pour moi uniquement, c'est qu'il ne déclenche pas la passion.
Il est bon, il roule bien, il tourne bien, il donne des parties intéressantes, et ça sera pas quand même la boîte que je vais sortir de ma Kallax pour jouer à quelque chose. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me manque. Alors, c'est pour ça qu'au début, je vous disais, prenez notre avis avec les pincettes, parce que je sais que de l'autre côté, il y a aussi un système de déblocage de matos supplémentaires. Et ça m'intrigue, parce que en tel quel, moi, c'est un aspect que je trouve peut-être... c'est peut-être que moi, mais je trouve que débloquer ces 4 niveaux de compétences est trop rapide et trop facile. On y arrive trop vite, et quelque part, ça gâche un peu ce côté de progression, mais d'un autre côté, je comprends que c'est pas le cœur du jeu. Et là, pour le coup, l'aspect familial peut-être peut justifier en partie cette approche-là. Tout à fait. De vouloir accompagner le joueur jusqu'à une progression maximale assez aisée, entre guillemets. C'est vrai, c'est vrai. Oui, peut-être. Pourquoi pas, je peux accepter l'argument. Le problème, c'est que pour moi, en fait, c'est qu'il y a trop de manières faciles d'upgrader son personnage. Et que donc, finalement, quand on réfléchit, il y a 4 cartes, en fait, il n'y en a que 3, puisque vous avez déjà le bénéfice de la première. Le familier ne se retourne que d'un côté. Et il y a 3 dés, donc ça fait 3, et 3, 6 et un 7. Il y a 7 éléments upgradés. Quand on regarde le plateau, quand on regarde les choses à faire, et la chaleur aussi. Oui, mais la chaleur, c'est un autre mécanisme. Oui, c'est upgradable aussi. Oui, mais je veux dire, c'est un autre mécanisme, c'est pas le même, c'est pas le même truc. Et du coup, je trouve que c'est un peu rapide. C'est peut-être qu'une impression personnelle. Visiblement, Kevin n'a pas cette impression-là, donc c'est intéressant d'avoir ce différent de ressenti. Moi, c'est quelque chose, en fait, j'ai l'impression que le jeu est un peu lisse. C'est ça, il me provoque pas de passion. Il n'y a que quand je lance les dés contre les monstres qu'il y a un peu de tension. Mais autrement, il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de tension. Ouais, c'est ça. Voilà. Je n'ai pas ressenti de tension particulière, mais en revanche, la volonté toujours d'aller chercher l'action qui va le mieux en termes de timing, qui correspond le mieux à ce que je pourrais déclencher par la suite en termes de combo, etc. Mais j'entends ce que tu dis. Effectivement, sur l'amélioration des personnages qui est assez simple. Je ne considère pas que forcément que ce soit quelque chose de négatif. Un jeu qui me propose d'avoir un personnage full upgradé en fin de partie, pourquoi pas. Oui, certes. Je ne suis pas contre, même si, comme on en a déjà parlé dans plusieurs vidéos, je ne suis pas contre aussi le côté frustrant de j'ai pas pu tout faire. Ça, j'aime bien aussi. Donc je comprends ce que tu veux dire par là également. On en parlait plusieurs fois également, mais les demi-points. Oui. Moi, ça me gonfle un petit peu. J'avoue. Parce que, bon, certes, c'est peut-être par économie d'espace sur le plateau, je ne sais pas, mais c'est un plateau qui va de 0 à 10 points, même si vous pouvez dépasser les 10 points en réalité. Peut-être que c'est par économie justement de place, mais devoir gérer des demi-points, je vois pas très bien l'intérêt. À ce moment-là, faites une piste qui va jusqu'à 20. Et donner des points entiers. Et donner des points doubles. 2 points ou 2 points. Bah, 2 points pour les actions qui donnent 1 point de base, et puis 1 point pour les actions qui donnent un demi-point. Oui. Multiplier par 2 les valeurs. C'était pas compliqué. Éventuellement, chaque ligne de points prend beaucoup de place, vous pouvez la diviser en 2. C'est vrai, franchement. 1, 2, 3, au lieu de faire des barres comme ça, faire une piste de progression, comme il y a dans beaucoup d'autres jeux. Voilà, par exemple. Donc, voilà, pas super fan, d'autant plus que finalement, là, de 0 à 6 avec une barre unique, puis après 7, 8, 9, 10 qui sont côte à côte. Donc, bon, je sais pas, c'est bizarre, bizarrement présenté. L'échelle et l'équilibre est pas top, oui, je comprends ce que tu veux dire. Après, prenez en considération aussi qu'il s'agit vraiment d'un proto. D'ailleurs, clairement, en termes de matos, on est encore sur certains éléments, sur du proto assez entre guillemets cheap, alors que on sait pertinemment que Fantasia Games, les Peak Edition, ils font du bon matos généralement, donc ce sera beaucoup plus deluxifié que ça ne l'est actuellement. Donc peut-être que ce sera sujet à modification aussi, mais pour l'instant, moi les demi-points, pas fan. Ouais, je comprends tout à fait. Pas que je suis pas fan, mais que je trouve encore une fois un peu trop limité. Et je pense que tu seras d'accord avec moi, parce que je me demande si tu m'en as pas parlé, c'est... Bon, nous, on a joué à Ostia. Et le Mancala, du coup, on a compris qu'on aimait assez ça. Ouais. Hein, franchement. Et là, le Mancala, il est un petit peu léger. Je le trouverais bien comme jeu en introduction au mécanisme du Mancala, mais c'est pas un Mancala abouti, je trouve, parce que lorsque vous avez 3 personnes du village sur le même espace, eh bien, si vous devez en déplacer une dernière, eh bien, il va se déplacer. Donc il y a une limitation à 3. Voilà, à 3, et finalement, était-ce vraiment nécessaire de mancalaiser comme ça? Alors, l'intérêt étant que s'il y a 2 personnages sur l'emplacement où vous allez choper 2 chaleurs, 3 personnages, 3 chaleurs, et ainsi de suite, 3 maximum. Voilà. Ok,
c'est assez anecdotique au final, alors que comme j'aime bien le Mancala, j'attendais un truc un peu plus conséquent. Ouais. Mais finalement, en même temps, comme c'est un mécanisme parmi voilà. une dizaine, bon, ça passe. Mais effectivement, j'en attendais un tout petit peu plus parce que j'aime bien le Mancala, quoi. Du coup, c'est peut-être un peu ça le entre guillemets reproche qu'on pourrait faire, qui est le pendant immédiat de compliment qu'on avait fait, c'est que tous les mécanismes sont bien intégrés, mais chaque mécanisme pourrait paraître, pour des joueurs un peu experts, sous-développé, quelque part. Hein. Quand tu penses à la construction de bâtiments, bah, finalement, c'est toujours la même chose que les bâtiments te donnent. Il y a très peu de variétés, soit des bulles, soit des conversions de bulles. Voilà, bon bah voilà, puis c'est tout quoi. Et puis soit tu récupères de la chaleur, soit tu fais une action supplémentaire. C'est le principe de l'engine building en même temps, de te donner des ressources. Oui, mais selon le tirage de la pile, t'as pas forcément toujours les ressources que tu voudrais. Bah là par exemple, oui, bien sûr. T'as quand même 3 choix à chaque fois, donc ça c'est pas mais c'est. Mais j'entends ce que tu veux dire, effectivement. Voilà, c'est un peu limité. Il y a un degré de complexité globale qui est satisfaisant, mais chacun des mécanismes mis en œuvre est finalement assez léger. Assez léger, oui, tout à fait. Oui, effectivement. C'est vrai. C'est pareil, on pourrait contester complètement le fait qu'on se téléporte magiquement dans le village, même si on est à l'autre bout de la planète, enfin de la map. Oui, effectivement. Alors que pour y retourner, ça prend quand même pas mal de... Voilà, c'est ça. Ça pourrait être... Effectivement, le déplacement instantané vers le village, c'est... Ça reste du chipotage de ma part, ça reste des petits points qui m'ont quand même un petit peu tourné. Moi, le seul reproche que j'aurais pour l'instant en l'état actuel de nos parties, c'est que je suis content d'y avoir joué, mais si j'avais joué à un autre jeu ce jour-là, ça m'aurait pas rendu triste de ne pas avoir joué à Flow. Et c'est le côté qui m'ennuie un petit peu, quelque part. De toute façon, quand on arrive sur des bons jeux, les très bons jeux, ce qui les sépare, c'est des petits détails de manière générale. Tout à fait, oui, tout à fait, exactement. Et aussi un côté subjectif, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, etc. Tout à fait. Mais je comprends ce que tu veux dire. Il y avait autre chose que j'ai oublié. J'ai oublié avec une très important. Voilà, une liaison mal faite. C'est du vieux français du XVIe siècle. C'est ça. C'était, oui, le downtime éventuellement. À 2 joueurs, bon, ça va rapidement parce que chacun fait son petit tour. Mais en revanche, vous allez voir que dans les parties de Flow, il y a des tours qui vont être très très courts pour le coup. Vous allez faire, moi je fais ça parce que c'est ce que j'ai envie de faire pour mon prochain tour qui lui sera plus conséquent. Vous allez avoir des tours qui vont faire 10 secondes, littéralement, et des tours sur lesquels vous allez passer 1 ou 2 minutes parce que là il y a plusieurs combos, etc. C'est intéressant. Des tours qui vont être vraiment gratifiants parce que vous allez avoir l'impression d'avoir accompli quelque chose, et des tours beaucoup plus fluets. De préparation. Où là c'est juste, voilà, tac. À toi. Quelque part, finalement, je me demande si ces tours beaucoup plus compacts, c'est pas les tours d'exploration de la map. Les tours qui prennent le plus de temps, ce sont les tours de village, parce que généralement, tu peux espérer une deuxième action. Le combat peut être un peu long aussi, parfois. Et le combat aussi. Mais la tour d'exploration de la map, tu te déplaces, tu prends la ressource, et c'est tout, en gros. C'est vrai. À mon avis, c'est là que c'est le plus rapide. Donc il y aura des tours du downtime variable, entre guillemets. Voilà. Et donc le downtime, potentiellement, sur certains tours, peut être un petit peu long, parce que là 3-4 joueurs, quand on a joué à 3, ça ne s'est pas fait tellement ressentir plus, qu'en fait la première partie qu'on avait fait à 2, c'était une partie de découverte, donc on a quand même pris pas mal de temps. C'est clair. Mais je pense que si on est habitué, quand on joue à 2, 3, 4 joueurs, ça doit changer quand même pas mal aussi en termes de durée, parce que fondamentalement, c'est chacun son tour, il n'y a pas de simultanéité des tours de jeu. Non, ça c'est vrai. D'ailleurs, c'est théoriquement, pour 45 à 90 minutes, et c'est un autre point qu'on pourrait souligner pour l'instant, c'est que 90 minutes, c'est un peu chaud quand même. Après, pour moi, je regarde pas vraiment ça, parce que il y a très peu de jeux qui font on respecte ça dans les 20 premières parties. Je veux dire, si tu es super habitué, que tu joues toujours avec les mêmes personnes, oui, il y a certains jeux où c'est ok, pas de problème. Mais là, 90 minutes, on a mis 2 heures à 3 personnes, avec 2 personnes qui savaient déjà jouer. Donc, et en plus, avec les 2 personnes en question qui avaient l'impression de bien mieux maîtriser que la première partie. Largement, oui. C'était le jour et la nuit. La première partie avait été plus heurtée, plus hachée, parce qu'il y a eu pas mal de retours aux règles, etc. Mais dès la deuxième partie, on était à peu près tranquille. Ça, c'est vrai. Donc, 80 minutes, je doute un peu. Ouais, c'est clair. Peut-être, c'est un point qui, moi, me dérange pas du tout et qui, toi, te dérange pas du tout. Alors, est-ce que tu as encore des points qui t'ennuient un peu? C'est connecté à ce que je viens de dire à 2-3 reprises dans les points négatifs, c'est globalement la complexité que j'apprécie. Je trouve que c'est un bon jeu, qui a un degré de complexité plutôt appréciable, avec pas mal de mécanismes qui s'imbriquent les uns avec les autres, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais du coup,
c'est dans la gamme Pika et pas dans la gamme Fantasia. Oui. Certes, c'est beaucoup moins lourd que Unconscious Mind Oui. par exemple, Oui, bien sûr. d'accord. Mais par contre, c'est plus lourd que c'est du gâteau du coup. Donc, Oui, Sweetness. oui, bien sûr. Oui. Et c'est présenté comme étant du 10 ans et plus. Et je me dis, bon, mon neveu va bientôt avoir 10 ans. Bref, pas exactement, mais bref, presque. Je le vois pas encore sortir Flow, clairement. Non. Alors après, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un système évolutif qui fait que les premières parties auront un peu moins de mécanismes, etc. Donc, éventuellement, sera plus accessible pour les enfants, disons, pour les joueurs les plus jeunes. Mais c'est un jeu qui, quand même, a un petit peu de complexité. Et à mon avis, pour les jeunes, pour les enfants, le principal problème, ça sera la durée. La durée, oui, Parce c'est vrai que ça, 2 le heures, temps quand de même, concentration, 2 heures de partie pour des enfants de 10 ans, il y en a qui là, le font sans problème, mais pas tous. Hein. j'ai envie de faire mon boomer. Vas-y, boum. Hein, pour des enfants de 10 ans en 2024. Ah bah là, c'est fini. Là, TikTok, là, on est foutu, là, c'est clair. Non, mais c'est vrai. Donc vraiment, c'est même pas la complexité qui me pose problème, c'est le ratio jeu supposément familial avec une complexité qui peut potentiellement aller un petit peu au-delà. Un petit peu au-delà, oui. Si on me donnait pas de gamme précise, enfin d'indication de gamme précise, moi j'aurais dit initié. Oui. Pas familial. Oui, j'aurais plutôt dit initié, oui. Sans aller jusqu'à expert. Non, c'est clair. Mais oui, initié me semblait un classement plutôt raisonnable, en effet. Et en même temps, Sweet Mess, donc c'est du gâteau, c'est à mi-chemin entre familial et initié également. Oui, moi. C'est un Splendor amélioré, voilà, complexifié. C'est un Splendor boosté, mais ça va pas très loin en termes de complexité, non, très mais honnêtement. J'aurais quand même tendance à dire, ouais, familial plus initié. Quand même. Ouais. Donc peut-être que Pika, dans son placement pour l'instant, de gamme, ils ont peut-être pas encore trouvé tout à fait bien leur leur niveau, ouais, c'est clair. Mais voici l'heure du bilan. Alors attends, parce qu'il y a éventuellement ce qui peut ne pas plaire à nos joueurs. Moi j'ai un truc à dire. J'ai déjà mentionné tout, ouais. Ah, moi j'ai un truc à dire. Ok. C'est que il n'y a pas d'interaction. Oui, effectivement. Il n'y a aucune interaction. La seule interaction, c'est de prendre une ressource sur le plateau avant. Choper le bateau de l'adversaire aussi. Oui, si t'es loin sur la map. Parce que si t'es sur la tuile de village, tu peux invoquer un bateau de n'importe où. Donc là, c'est une limite très très faible. Mais donc il n'y a pas d'interaction dans le sens où aucun emplacement du plateau n'est exclusif. Ouais. Donc on ne bloquera jamais personne. C'est vrai. La seule chose dans le Mancala, c'est que du coup, si vous vous placez avant quelqu'un, bah, les habitants qui étaient là vont se décaler. Donc la même personne, si elle vient au même endroit que vous, ne récoltera pas de chaleur. Et ça peut être un peu ennuyeux pour la stratégie. Sur le plateau de jeu entier, eh bien, vous allez choper des ressources donc avant les autres. Donc les autres vont se dire, ah bah du coup la mer, il n'y a plus rien dedans, t'as surpêché, encore une fois, voilà, libérer les baleines. Mais autrement, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de négativité, on ne s'attaque pas les uns les autres, on se vole rien. Donc il y a peut-être des gens qui préfèrent quelque chose de plus serré en termes de si moi je me mets là, ça veut dire aussi que les autres ne peuvent pas s'y mettre. On en revient à l'aspect un peu feel good du jeu, qui est pas punitif, qui est plutôt qui vous tient un peu par la main. C'est tout à fait. Effectivement à prendre en compte. Qui est là pour privilégier entre guillemets le plaisir de jeu à la compétitivité pure, à mon avis. Ouais. Donc ça peut être un facteur un peu décevant pour certaines personnes qui sont plus compétitives. Non, mais tu as raison, effectivement. Donc, nous, c'est un truc qui fondamentalement ne nous dérange pas tant que ça. Aucune importance pour moi. S'il y a plein d'interactions, c'est bien. S'il n'y en a aucune, si le jeu est bon, c'est bien aussi. Voilà, ça ne me dérange pas outre mesure, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ne jurent que par l'interaction, ce que je peux comprendre également. Tout à fait. Effectivement, il est bon de noter que dans Flow, il n'y en a pas des masses. Non, c'est clair. Peut-être que dans le matériel à débloquer. Mais pour l'instant, on peut pas, parce que je suis comme toi, j'ai regardé, mais j'ai pas lu les textes, j'ai pas lu les choses comme ça, donc voilà. Ouais. Donc on va passer au bilan. Le bilan, deuxième prise. Voilà. Le bilan, alors pour ma part, si je devais résumer en une phrase mon opinion globale sur Flow, dans cette preview, je rappelle, ce n'est pas une review proprement parlé, c'est une première impression, c'est que c'est vraiment très très sympa. J'ai beaucoup apprécié, encore une fois, l'imbrication des différents éléments de gameplay qui, en plus de ça, en plus d'être cohérents, sont plutôt bien équilibrés, les différents chemins vers la victoire, les différentes façons d'acquérir des points, justement. J'ai beaucoup apprécié. Le sentiment également d'exploration, à mesure que l'on découvre les maps, les jetons que l'on place dessus, les ressources qui se trouvent derrière, etc. Le développement de personnages, tout ça, j'ai quand même trouvé ça très très sympatoche. Après, effectivement, comme tu l'as dit, peut-être qu'en termes de complexité, on n'est pas exactement le cœur de cible non plus, parce qu'on aime bien les jeux un peu plus complexes, même si on aime bien les jeux aussi familiaux parfois, si c'est bien foutu. Donc j'y reviendrai avec plaisir, là-dessus il n'y a pas de problème. Est-ce que j'irai le baquer? Peut-être bien, parce qu'en plus de ça je le trouve charmant visuellement.
j'aurai du plaisir à le ressortir. L'avantage de le baquer, c'est que tu auras accès à la deluxification qui apportera des choses, et au système de progression qui sera beaucoup plus étoffé que l'enveloppe qu'on a obtenue, apparemment d'après les dires des développeurs. Donc, et ils nous ont habitués avec Endless Winter et avec Unconscious Mind, même si c'est pas le même label théoriquement, à pas mal d'extensions durant les campagnes, donc peut-être qu'il y aura encore plus de matos, encore plus de profondeur de gameplay derrière, etc. Donc, alors, du coup j'ai dit résumé en une phrase, c'est pas du tout une phrase, mais en gros, j'ai beaucoup aimé l'expérience sur Flow, j'ai eu du plaisir à y revenir, pas de problème là-dessus. Ok. Pour ma part, je vais redire un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, et puis je vais ajouter une chose par rapport à ce que tu as dit. En jeu, une fois que je joue, je prends du plaisir au jeu. Aucun problème. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour l'instant, en l'état actuel des choses, le jeu me laisse froid dans la tentation de jouer. C'est-à-dire, je ne vais pas forcément, dans ma ludothèque, je ne vais pas forcément me tourner vers Flow quand j'ai envie de jouer à quelque chose, pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure, et pour la deuxième raison qui vient de me venir à l'esprit par rapport à ce que tu as dit, à savoir qu'en termes de gamme, du coup, comme c'est un jeu qui n'est pas expert, qui est initié, pour moi, il y a un poil long en tant qu'initié. Et du coup, si je veux jouer qu'à un jeu que initié, je vais peut-être avoir envie de choisir un jeu plus court. Parce que ça veut dire que je veux une expérience plus compacte de jeu. Donc voilà. Est-ce que j'irai le baquer? Alors, d'après ma politique de baquage actuelle, j'aurais tendance à dire que non, parce que je taille vraiment à l'essentiel maintenant. Je sais que pour 2024, j'ai 3 campagnes en vue. Vraiment, je sais que celle-là, a priori, à 95%, je vais baquer. Les bacs inopinés auxquels je ne m'attendais pas sont très peu nombreux. J'aurais tendance à dire que si Kevin baquait, j'irais pas baquer. Par le principe on essaie de pas faire des doublons. Si Kevin baque pas, est-ce que moi je vais baquer? Eh ben là, ça va dépendre entièrement de la campagne. Et de ce que la campagne va me faire miroiter comme plus par rapport à ce que j'ai déjà eu comme expérience. Ça peut être un bac en me disant, ah ouais, finalement, ce qu'ils vont ajouter, ça va être énorme, donc il me faut ce jeu. Ou alors ça va être, bon, ça va être finalement un peu plus de la même chose, et donc finalement, bah, j'en ai peut-être pas besoin dans ma ludothèque. Voilà. Donc mon avis pour l'instant il est partagé, c'est une preview, mon avis peut changer en fonction des prochaines parties qu'on va faire, surtout si on décide de demander aux créateurs comment éventuellement intégrer le matériel de progression qu'on a et auquel on n'a pas touché. Donc, voilà, moi c'est sous réserve. Moi j'ai envie d'ajouter en plus que au cours de la vidéo qu'on est en train de tourner, quand on était en train de parler des points qu'on a appréciés, à mesure que j'en parlais, je me suis dit j'ai envie d'y jouer là. Donc quand même ça c'est plutôt positif aussi. Alors c'est très intéressant parce que moi du coup, pas du tout. Pas du tout. Alors évidemment, si on avait le temps et que tu me proposais une partie, vu que le matos c'est déjà déballé, ouais. Mais si je m'amène chez toi et que tu me dis on fait Flow ou un autre jeu, bah en fonction de l'autre jeu, je vais peut-être hésiter quand même pas mal. Ah bah en même temps on a tous nos préférences, effectivement. Même moi là, tout de suite, à l'instant T, si tu me dis Flow ou je ne sais, Unsettled ou Vindication. Bon, ok. Un petit anachronie des familles que je te glisserai. Voilà, entre les deux, en jeu d'apéro. C'est ça, tout à fait. Mais oui, effectivement, mais ça ne diminue pas forcément en cela la qualité du jeu. Bien sûr. Alors donc vous l'aurez compris, pour une fois des avis assez partagés entre nous. Kevin qui penche plutôt vers le plus enthousiaste, et moi qui suis plus réservé. Donc c'est vraiment quelque chose auquel vous allez devoir faire attention dans la campagne, votre opinion personnelle, sachant que nous, on ne peut vous apporter que notre ressenti personnel. Et en cela, nous faisons de bien piètres influenceurs. Oui, on n'influence pas grand-chose, mais d'un autre côté, je préfère, finalement. Donc voilà, écoutez, l'impression est quand même globalement positive pour nous deux, avec les petites réserves en ce qui me concerne. Donc voilà, on attend avec impatience, au moment où on tourne cette vidéo, le début de la campagne. Moi personnellement, je sais que malgré mes réserves, j'attends le début de la campagne avec impatience pour savoir ce qu'on va nous proposer. Le 27 février prochain, vous trouverez le lien de la campagne en description de la vidéo, bien évidemment. Tout à fait, tout à fait. Sur ce, je crois qu'on va boucler ici. Bah oui, d'autant qu'on a fait un truc assez long. Oui, assez comaque, on avait des choses à dire, finalement, et on voulait les dire, en bon français que nous sommes. Voilà, merci de nous avoir suivis pour cette preview sur le jeu Flow, bientôt en campagne sur Kickstarter. Quant à nous, eh bien, on vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et on vous dit bonne continuation ludique, et à bientôt sur les Ludovores. Salut! À la prochaine!